Je suis arrivé ici au département, dans ce bureau-ci, le 3 janvier 1970, mon premier cours à 8h30 le matin. J'avais fini ma thèse en décembre, juste avant d'arriver, donc j'avais pas eu beaucoup de temps pour préparer mes cours. Et j'ai soutenu ma thèse. J'ai dû retourner à Cornell. J'ai dû emprunter 20 $ d'une de mes collègues pour pouvoir aller soutenir ma thèse à Cornell. Évidemment, les prix n'étaient pas les mêmes à l'époque. Et donc, j'ai soutenu en janvier 70 et j'ai eu mon diplôme pas longtemps après. Quand je suis arrivé ici, le département sortait d'une crise, hein, qui était la crise de 68. Il y avait une grève étudiante dans laquelle certains des profs avaient participé. En fait, 4 profs du département, dont Rémi Savard, Gabriel Gagnon. Les autres, c'était Franck Auger, Guyliane Sankoff, qui avaient pris le côté des étudiants. Ça s'était très mal terminé. Il y avait d'ailleurs eu une espèce de vendetta contre un des étudiants de Gabriel Gagnon, ses collègues avaient décidé qu'il échouerait à ses examens. Il est devenu prof à l'Université Laval par la suite, cet étudiant-là. Mais donc, il y a eu une querelle autour de lui. Savard et Gagnon sont partis. Savard est devenu indépendant. Après ça, il est allé à Laval. Gabriel Gagnon est passé au département de sociologie ici. Donc, je suis arrivé, j'ai été chanceux, on cherchait des Québécois. On venait d'en perdre 2. Il restait Lionel Vallée et Franck Auger comme Québécois. Le reste, c'était beaucoup d'Européens. Donc, il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de Québécois qui faisaient de l'anthropologie. Donc, il y avait Benoît, Gomila, Balixi. Il y avait Dubreuil. Donc, il y avait lui, je l'avais oublié, 3 Québécois. Dubreuil était directeur du département. Il y avait Jean-Claude Muller, qui est arrivé juste avant moi, et Yvan Simonis, qui est arrivé avant moi. Il y avait Philip Smith, qui est un Canadien anglais, et Guyliane Sankoff. C'était en gros le département. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Deblois, mais qui n'est pas resté, mais qui était là quand je suis arrivé. Donc, on n'était pas très nombreux, on devait être à peu près 10. Ils avaient fait un concours pour trouver un ethnologue. Ils avaient trouvé personne. Et moi, par hasard, j'ai envoyé mon... par hasard, parce que... En fait, quand j'étais à Cornell, quand je suis parti du Québec, je ne voulais pas revenir. Je veux dire, pour moi, le Québec, c'était encore Duplessis, et même si ça avait changé, c'était pas dans mes intentions de revenir. J'étais parti pour de bon. Et quand je suis arrivé aux États-Unis, j'avais pas pour projet de devenir prof d'université. Mais là, tout le monde faisait des études, devenait prof. Et c'est à ce moment-là que j'ai pensé devenir prof. Donc, j'étais aux États-Unis, je devais devenir prof. Je suis entré dans les mouvements contre la guerre du Vietnam. Je me suis dit, je ne reste pas dans ce pays-ci qui fait ça. Et il y a eu des élections au Québec. J'ai eu une espèce de nostalgie du Québec. Et j'ai envoyé mon curriculum vitae à Laval et ici. Et j'ai été invité aux 2 endroits. Je suis venu ici avant. J'ai donné une conférence et le soir, on m'a dit, tu as la job. Donc, ça se passait différemment à l'époque. OK, j'ai dit, ben, je ne peux pas commencer en septembre, je veux finir ma thèse, je vais commencer en janvier suivant. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Je suis arrivé et ben là, j'étais devenu de plus en plus marxisant dans ma dernière année à Cornell. J'arrive dans cette situation-là. Et aussi, à Cornell, la mode avait changé, hein. Je me souviens de m'être promené sur le campus à un moment donné. J'avais commencé tout le monde avait les cheveux longs, je m'étais laissé pousser les cheveux jusqu'ici, mais j'étais habillé, je sais pas, j'achetais des pantalons le moins cher possible, et je passais sur le campus et tout à coup, quelqu'un dit « Ah, un hippie italien ». Je me suis dit « Ah non, il faut que je change de vêtements ». Et là, j'ai changé de style complètement, mais j'ai gardé mes cheveux longs. Et je suis arrivé ici en jeans, cheveux longs, alors que les étudiants portaient la cravate dans les salles de cours. C'est-à-dire, je détonnais un peu avec, disons, le décor à l'Université de Montréal. Donc, puis mes cours étaient des cours où il y avait pas mal de marxisme là-dedans.
Et il y a eu le groupe d'étudiants qu'on a formé qui m'a mis complètement du côté de la gauche au département. Euh, le département a été fondé en 61, hein, avec les 4 sous-disciplines. C'est encore le cas à l'heure actuelle. Moi, je trouvais que c'était pas nécessairement une bonne idée. J'étais plus du côté, disons, ethnologie, sociologie, que j'avais fait de l'archéologie, hein, à Cornell. J'avais trouvé ça extrêmement intéressant. Mais l'anthropologie biologique, la linguistique, pourquoi c'était au département? Et en fait, c'est une définition tout à fait arbitraire aussi, hein. C'est pas la seule façon de définir l'anthropologie, comme on l'a vu à Laval ou à plusieurs autres endroits. Donc, c'était arbitraire comme définition et on l'a choisi arbitrairement ici. Donc, on aurait pu faire autre chose. Mais c'est celle-là qui était là. Il y a eu donc le développement du département. Ils étaient 4 au départ. Quand je suis arrivé, on était peut-être 10. Maintenant, on est rendu 25, hein. Donc, ça a été vraiment un très fort développement. Euh, il y a toujours eu des débats au sein du département. En fait, les débats les plus importants, ça a été ceux qui ont opposé les marxistes aux autres, hein, euh, jusque en 1980. Bon. Ça a été vraiment, mais c'était extrêmement dur, hein. Pierre Bocage est même entré dans un mouvement marxiste-léniniste qui s'appelait la Ligue communiste. Et eux, c'était vraiment des purs et durs, hein. C'est-à-dire que c'était vraiment la ligne orthodoxe. Et je me souviens d'être allé à une réunion parce que à un moment donné, je me suis dit, on va aller voir ce qui se passe, et où on disait, en fait, il faut pas lire Marx parce qu'on va mal l'interpréter. Il faut lire Mao Tse-tung et Enver Hoxha. C'est eux qui nous ont dit comment penser Marx. Ça me faisait tellement penser aux catholiques quand j'étais au collège classique qui disaient, il faut pas lire la Bible parce que la Bible, vous allez mal l'interpréter, lisez le catéchisme. Donc, c'était le même genre de vision et ça m'a pas plu beaucoup. On parlait de Staline, où on disait, ah oui, Staline a fait 80% de bons et 20% de mauvais. Mais pour moi, en fait, mes bêtes noires, à part Duplessis, depuis ma jeunesse, c'était Hitler et Staline. Je veux dire, j'ai eu des cauchemars de Hitler et Staline, donc je n'étais pas pour changer beaucoup d'idées au sujet de Staline, même si eux trouvaient qu'il avait fait 80% de bons. Les purges de 20 millions de personnes, ça me paraissait pour plus que 20% de mauvais. Mais en tout cas, donc il y avait eu ces développements-là. Et donc, au département, c'était comme ça. Mais c'est que les militants marxistes-léninistes, parce que c'est eux qui ont pris l'ascendant à partir, disons, le 76 à peu près, ils étaient dans nos cours, hein. Ils étaient là, ils contrôlaient l'association étudiante, et donc on entrait dans les cours, et c'est ça qu'on avait devant nous. Et à chaque fois qu'on disait quelque chose, Mao Tse-tung a dit tel truc. Et il y avait aussi dans mes cours des nationalistes québécois, parce que c'était le PQ et tout. J'avais Paul Piché, le chanteur. Je me souviens de mon cours de dynamique socioculturelle. Il y avait Paul Piché en avant qui défendait le nationalisme québécois. Puis il y avait les 2 ML et 2 presque ML qui s'engueulaient avec lui tout le temps. Un, c'est il faut l'indépendance et après ça on verra. Et les autres disaient l'indépendance, ça réglera rien, c'est la bourgeoisie qui va prendre le pouvoir. D'un certain point de vue, ça me facilitait la tâche parce que je n'avais pas à parler trop. C'est eux qui s'engueulaient entre eux. Mais quand même, c'était une période assez difficile, hein. Et moi, je les ai eus dans mes séminaires. Et comme j'avais été proche et que j'avais refusé d'entrer dans ces mouvements-là, moi, j'étais l'ennemi principal. Ce que les étudiants disaient, c'est les bourgeois, on sait où ils sont, mais les marxistes qui utilisent le marxisme pour leur propre intérêt là, et qui ne sont pas dans notre parti, ça, c'est les ennemis immédiats. Donc, il fallait se battre contre le PCO contre en lutte et le PCO est en lutte contre les marxistes non affiliés. Et les trotskistes, évidemment, qui étaient... ça, c'était les pires. Je veux dire, il fallait les éliminer physiquement. Donc, ça, c'était un peu le climat à l'intérieur des groupes marxistes dont j'étais proche à l'époque. Évidemment, ça faisait pas... on n'était pas en harmonie avec les anciens du département, qui étaient d'ailleurs assez conservateurs, hein. Dubreuil, Benoît, c'était des gens, des conservateurs, pas nécessairement d'extrême droite, mais vraiment des gens de droite, là.
Et il y avait nous, Bocage et moi, qui faisions la propagande marxiste, et il y avait les structuralistes. Et en fait, moi, avec le structuralisme, j'ai une relation assez bizarre. C'est que quand j'étais étudiant, d'abord à UBC, ensuite à Cornell, je suis devenu le spécialiste de Lévi-Strauss parce qu'il fallait en parler, mais il n'y avait pas grand-chose qui avait été traduit et personne ne lisait le français. Donc, je me suis tapé Lévi-Strauss, que j'aimais pas particulièrement, mais que j'ai défendu contre les Américains en particulier, qui disaient Lévi-Strauss, il n'est pas empirique. Et là, il fallait expliquer la méthode de Lévi-Strauss et comment il procédait et tout. Ah oui, oui, mais il n'est pas empirique, il ne fait pas des recherches de terrain et tout. Ce qui est vrai en bonne partie, parce que Lévi-Strauss détestait le terrain. Hein. Et il n'a pas fait beaucoup de recherches de terrain. Il en a fait obligé jusqu'à un certain point en Amazonie, mais après ça, il n'en a pas fait beaucoup. Donc, c'est plus un théoricien et une réflexion sur un certain nombre de choses que un chercheur de terrain. Je dois dire que je ne me considère pas un très bon chercheur de terrain non plus, mais j'en ai fait plus que Lévi-Strauss. Donc, le structuralisme pour les marxismes, c'était une théorie de droite. C'est-à-dire, c'était donc, on n'en tenait même pas compte. Moi, Lévi-Strauss, je ne l'ai jamais trouvé intéressant, sauf dans les structures élémentaires de la parenté. J'ai trouvé que ça tournait en rond. J'ai lu les mythologies, c'était toujours la même chose. Et ce qui me dérange chez Lévi-Strauss, c'est là où il veut en arriver, qui est de prouver qu'il y a une structure fondamentale de l'esprit humain, mais qui est tellement simple. La structure binaire avec médiation. C'est-à-dire, tu peux pas, t'expliques rien avec ça. C'est peut-être vrai, mais c'est sans intérêt. Et Lévi-Strauss critique Radcliffe Brown en disant Radcliffe Brown arrive à des structures qui finalement sont tellement générales que ça ne veut rien dire, mais je trouve qu'il fait la même chose. Et c'est pour ça que Lévi-Strauss, l'œuvre de Lévi-Strauss, je ne suis pas un grand fan. J'ai trouvé que des gens faisaient des trucs intéressants avec la méthode structurale de Lévi-Strauss, Rémi Savard par exemple. Mais Lévi-Strauss en lui-même, c'est que ce n'est pas le corpus qui l'intéresse, c'est la conclusion. Alors que pour les gens qui l'appliquent, c'est le corpus. Et donc, de ce point de vue-là, je trouve ça plus intéressant. Mais en tout cas, ça a été ma relation à Lévi-Strauss. Évidemment, ça continue ici, les discussions que j'ai eues avec Simonis, qui étaient toujours agréables. Hein? J'ai toujours eu de très bonnes relations avec Simonis. Simonis a un peu payé pour mon rôle dans la grève de 72. Hein? La grève de 72, dont j'ai parlé, c'est une grève des étudiants contre un prof d'archéologie et contre le département, en fait. Et le département s'est vraiment scindé en deux. C'est-à-dire qu'on était 4 profs, disons 3 profs pour les étudiants, moi étant beaucoup plus mêlé à ça que les 2 autres, et les autres qui étaient contre. Et il y avait une personne dans le milieu, c'était Simonis. Simonis a essayé de faire le médiateur. Il n'y a rien de pire que de faire le médiateur quand il y a 2 factions complètement opposées. Puis il est devenu, en fait, mes étudiants étaient fâchés contre lui. Moi, je n'étais pas fâché contre lui parce que j'étais toujours en bonne relation avec lui, mais mes collègues, Dubreuil et Benoît, étaient en furie contre Simonis. Et quand Simonis, l'année suivante, a essayé d'avoir l'agrégation, ils l'ont refusé. Et c'est pour ça qu'il est allé à l'Université Laval. Il méritait l'agrégation. Il y avait le dossier pour l'agrégation, mais on l'a puni pour avoir essayé de jouer un rôle de médiateur. Et donc, c'est dommage pour lui. Peut-être que c'était une bonne idée qu'il aille à l'université, j'en sais rien. Mais ça a pris du temps avant de remettre, que le département se remette de cette grève-là. Et la solution, ça a été, pour Franck Auger, d'envoyer chacun de son côté. C'est-à-dire, il est devenu directeur et il a essayé de faire en sorte qu'on se rencontre le moins possible pour qu'on s'affronte le moins possible. Ça a été une caractéristique du département pendant un bon bout de temps. Les gens ne venaient pas beaucoup. Hein? Et chacun faisait son travail dans son coin. Par contre, il y a eu, à un moment donné, une expansion du département. Des gens en archéologie, comme Normand Clermont, en anthropologie biologique, Bernard Chappet, qui était le pilier de l'anthropologie biologique au département jusqu'à maintenant.
Dieter Mantel en ethnologie, là, j'en oublie certains, là, mais donc il y a eu vraiment un développement. Il y a eu, en linguistique, on avait embauché Stanley Alléong, qui n'est pas resté longtemps, Pierrette Thibault, donc, est devenue, a remplacé Gillian Sankoff. Il y a eu, par la suite, un de mes étudiants, Michel Chrétien, mais qui est mort moins d'un an après être embauché ici. Donc, il est mort à 35 ans. Et par la suite, donc ça a été jusque dans les années 80, il y a eu un développement. Là, il y a eu les premières coupures du gouvernement. Dans les années 80, le gouvernement a décidé qu'ils étaient en difficulté. Donc, on a commencé à couper. Là, depuis, il y a des coupures récurrentes, c'est-à-dire qui surviennent de temps en temps, comme on l'a connu encore récemment. Et au moment des coupures, évidemment, il y a une espèce de moratoire dans l'embauche des gens, donc ça a un peu diminué. Mais par la suite, ce qui s'est passé au département, c'est quand je suis arrivé, il y entrait à peu près 20 à 30 étudiants par année au bac. Ensuite, ça a augmenté. Et ça a augmenté beaucoup dans les années 90. On s'est retrouvé à un moment donné avec 250 étudiants en première année de bac, avec une expansion en maîtrise et une expansion au doctorat. Quand je suis devenu directeur la première fois en 98, il y avait 750 étudiants au département, ce qui était énorme. Et donc, à cause de ça, on a eu des postes. Quand j'ai été là la première fois, on a eu 5 nouveaux professeurs. Pour les nommer, Marie-Pierre Bousquet, euh, euh, ça ne me viendra pas, je vais les oublier, Jorge Pantaleon. Euh, Avant ça, il y avait eu Kevin Tuitt, John Levitt, qui avait été embauché, Daniel Pérusse, Michel Drapeau. Mais il y a eu Isabelle Ribaud, qui est embauchée pendant que j'étais là. Et il y en a eu d'autres, mais en tout cas, je les oublie, là. Donc, il y a eu une expansion importante. Ensuite, il y a eu encore une fois un palier. Et là, récemment, on a embauché des nouvelles personnes. Ingrid Hall, qui est spécialiste de l'écologie, qui travaille dans les Andes. Karine Bates, qu'on avait embauché un peu avant, qui est l'Inde, mais aussi les domaines plus traditionnels de l'anthropologie, qu'elle ne traite pas traditionnellement, mais la famille, parenté, politique, donc elle est spécialiste des castes. Et récemment, 2 archéologues qui viennent d'arriver, qui sont à leur première année. Christina Halpern et Julien Riel Salvatore. Euh, donc, maintenant, on est 25 profs au département, ce qui est quand même un gros département. Il y a 3 ethnolinguistes. Le dernier embauché, c'est Luke Fleming, qui est embauché aussi dans mon deuxième mandat, euh, avec Kevin Tuitt et John Levitt. Il y a 6 archéologues. Ils sont là maintenant, les 6. Chapdelaine, qui lui est en pré-retraite, qui va s'en aller. Il y a les 2 Burke, Ariane Burke et Adrian Burke, mais aucun lien de parenté. Il y a Brad Levin en archéologie historique et les 2 nouveaux. Et en anthropologie biologique, il y a 4 personnes. Chappet, Pérusse, Michel Drapeau, Isabelle Ribaud. Et Chappet est en pré-retraite aussi. Donc, il y a 2 personnes qu'on va perdre. C'est 2 assez gros morceaux. Hein. Chappet est un primatologue, mais qui maintenant réfléchit à des questions de théorie générale. L'origine de la parenté chez les êtres humains à partir de recherches sur l'évolution et sur la primatologie. Et plus récemment, ce qu'il appelle la nature humaine, c'est-à-dire quels sont les invariants biopsychologiques des êtres humains qui sont à la base de la culture. C'est très mal vu par les ethnologues. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Parce c'est-à-dire qu'il y ait des problèmes avec ou non, je pense que c'est important d'essayer de le faire. Et je pense qu'il le fait de façon quand même intelligente. C'est qu'il dit, à partir de ça, il y a une élaboration culturelle infinie. C'est-à-dire, autrement dit, mais c'est à partir de ça qu'on le fait. C'est-à-dire, il y a de l'agressivité partout. Tous les êtres humains ont de l'agressivité en eux. Ce genre de choses. L'évitement de l'inceste.
il est partout, mais il prend des formes tout à fait différentes. Ce genre de choses-là, il en a à peu près 20 pages d'invariants avec des grandes catégories et des catégories plus particulières. Ce que moi, je veux qu'il le publie puis qu'on en discute. Hein. Le truc sur la parenté, moi, il me l'a fait lire avant de le publier. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. C'est controversé. Je pense qu'il y a des choses là-dedans qui... C'est une série d'hypothèses. Et comme tel, j'ai aucun problème avec. Mais il y a quand même des choses qui, moi, m'embêtent en fait, dans le néo-darwinisme, c'est l'aspect individuel de la théorie. La théorie est fondée sur les individus qui se reproduisent, et même sur les gènes qui se reproduisent. Et ça m'embête un peu. Mais en tout cas, toujours est-il que je pense que ça vaut la peine de le faire. Et bon, là, j'ai parlé des gens qui sont au département maintenant. Il y a les ethnologues. Les ethnologues, on est une bande très variée. Hein? On ne s'entend pas nécessairement sur beaucoup de choses. Hein? On a toujours de la difficulté à s'entendre sur la définition d'un nouveau poste. C'est toujours des tiraillements et tout. Mais il n'y a pas de... Disons que pour le moment, il n'y a pas de conflit au département. Mais on est quand même assez varié. Hein? Pour nommer quelques-uns, moi, je suis le plus vieux, évidemment. Ceux qui viennent de partir, il y a Bibo, qui était l'aîné du département, qui a été remplacé par Pierre Mine, qui lui fait de l'anthropologie médicale, mais il a fait ses recherches en Haïti. Donc, à part ça, il y a Deirdre, dont j'ai déjà parlé, Jorge Pantaleon, qui travaille sur l'Amérique latine, Robert Crépeau, avec qui tu travailles, Marie-Pierre, Guy Lanoux, Maria Pandolfi, ma voisine, Karine Bates de l'autre côté, Ingrid, je l'ai mentionné. Bon, là, il m'en manque quelques-uns, mais en tout cas, c'est en gros qui on a au département. Puis Bob White, qui, lui, il appelle ça l'interculturel, mais c'est très philosophique aussi, parce qu'il se dit un herméneute. Alors, donc... une des choses que j'ai oublié de mentionner, c'est que je me suis aussi beaucoup intéressé à la philosophie. Hein. J'ai fait plusieurs articles qui portaient sur un philosophe japonais qui s'appelle Watsuji. Et comme Watsuji est influencé par la philosophie européenne, ben, je me suis retapé la philosophie européenne. Et en particulier, j'ai fait un énorme article de 60 pages avec 20 pages de notes sur Heidegger et Watsuji. Et je me suis beaucoup amusé. C'est-à-dire, je l'ai fait comme les philosophes le font, avec des notes de bas de page, de 2 pages. Mais c'était, je veux dire, ça a l'air fou de dire amusant en travaillant sur Heidegger, mais j'ai beaucoup aimé ça. C'est-à-dire, j'ai lu plein de trucs d'Heidegger. Et enfin, je voulais montrer comment leur philosophie était liée à leur position politique. Parce que c'est moins leur philosophie que leur politique qui m'intéresse, mais pour comprendre, je pense qu'il faut entrer dans leur philosophie. Et donc, j'ai écrit cet article-là que je vais te montrer, qui est vraiment un long machin. Et c'est mon plus long article. Mais j'en ai écrit d'autres. J'en ai écrit un sur la transcendance chez Watsuji, où je parle de la transcendance dans la philosophie européenne. Donc, la philosophie, ça m'amuse plus qu'autre chose. C'est-à-dire que quand j'en ai assez de parler de travail, de technologie et d'industrie, je passe à la philo. Et quand j'en ai assez de la philo, je reviens à des trucs plus concrets. Mais j'ai écrit quand même 6 articles sur Watsuji, donc c'est pas... Et j'ai fait une traduction d'un de ses textes aussi.